présent, le grand livre de l'histoire des Juifs de France. Un rendez-vous préparé comme tous les matins par Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous allons terminer notre série consacrée donc au peintre Soutine. Après avoir évoqué sa jeunesse dans un shtetl de Biélorussie, ses années parisiennes, puis le début de son succès, nous sommes au milieu des années 1920. Soutine est un peintre qui commence à se faire un nom sur la scène artistique, mais il est à l'écart de tout mouvement, de toute école, de tout courant et préfère travailler, Christophe, dans son coin, dans son atelier où règne un véritable désordre. En ce milieu des années 1920, il réalise en effet des séries de nature morte avec des volailles, des lièvres, des lapins pendus accrochés par les pattes, des crocs bouchés en état de putréfaction et bien sûr il peint à plusieurs reprises le fameux bœuf écorché. Puis il commence aussi à réaliser la série des enfants de chœur. C'est encore et toujours la fascination pour les rouges qui s'exprime. C'est peut-être d'ailleurs un tableau en particulier, l'enterrement à Ornans de Gustave Courbet, l'un de ses tableaux préférés qu'il a étudié au Louvre à plusieurs reprises avec son cortège d'enfants de chœur en robe rouge et en surplis blanc qui a poussé sans doute Soutine à s'intéresser à ces figures d'enfants de chœur et il réalise aussi bien sûr, toujours en parallèle, plusieurs portraits. Alors dans le même temps, sa cote grimpe sur le marché de l'art. En 1926, 5 toiles se vendent à Drouot entre 10 000 et 22 000 francs. Des expositions ont lieu et puis il a aussi le projet d'assurer les décors d'un ballet de Serge de Diaghilev, projet qui ne va pas se concrétiser. Beaucoup s'intéressent effectivement à son travail à cette période. Par exemple, l'écrivain Maurice Sachs, qui a rencontré Soutine, écrit « On aurait dit que Soutine peignait dans un état d'affolement lyrique, que le sujet débordait le cadre, une si grande fièvre était en lui qu'elle déformait tout à l'excès. » À la même période, en 1929, le médecin historien de l'art et essayiste Élie Faure consacre lui une courte mais riche monographie à Soutine dans laquelle il écrit, je cite, « Soutine est l'un des rares peintres religieux qu'ait connu le monde parce que la matière de Soutine est l'une des plus charnelles que la peinture ait exprimée. » Soutine peut compter sur le soutien de nombreux marchands et surtout depuis 1923 d'un certain Marcelin Castin, critique d'art réputé, et de son épouse Madeleine, élégante, décoratrice et antiquaire. Pourtant, leur première rencontre dans l'arrière-boutique d'un marchand en 1923 avait plutôt tourné courant. Et c'est ce que racontera d'ailleurs plus tard, des années plus tard, Madeleine Castin. Le rendez-vous, effectivement, la première fois est pris pour 20h, mais à 20h10, puis 20h15, Soutine n'est toujours pas là. Il n'avait pas l'habitude d'être souvent très à l'heure et le couple, du coup, s'impatiente car il est invité à dîner. Puis le peintre arrive enfin, 2 grandes toiles sous le bras, sauf que les Castins ne voient pas les tableaux car l'endroit dans lequel le rendez-vous a lieu est beaucoup trop sombre, évidemment, pour voir quoi que ce soit. Alors, Marcelin Castin, très embêté, bien sûr, donne 100 francs d'un compte à Soutine et puis lui dit qu'il ira voir les tableaux le lendemain à l'atelier, à la lumière du jour, ce sera plus simple. Et là, Soutine, furieux, prend le billet, le jette, prend ses tableaux et s'en va, et lance donc au Castin « Vous m'auriez donné 5 francs et vous auriez pris ma toile, j'aurais été le plus heureux des hommes. » Voilà un bel exemple de fierté. Et oui, ça montre sa très forte personnalité. Alors finalement, quelques années plus tard, les Castins achètent une toile de la série des enfants de chœur. Désormais, le couple a l'exclusivité de la production de Soutine et devient proche de l'artiste. Les Castins lui assurent un train de vie confortable. En échange, le peintre, sans doute charmé par Madeleine Castin, l'a peint à plusieurs reprises. Et grâce au Castin, et alors que son ulcère le fait toujours de plus en plus souffrir, Soutine part se reposer au début des années 1930 dans leur propriété près de Chartres. Alors, il peint moins, mais il découvre un nouveau motif qui va lui inspirer toute une série, c'est la cathédrale de Chartres. Soutine, qui reste dans ses années fidèle à lui-même. D'abord, il détruit évidemment toujours beaucoup de tableaux, notamment de la période de Céret au début des années 1920. Alors en fait, c'est assez simple. Ce qu'il fait, il demande au Castin et puis à d'autres de récupérer les toiles qui peuvent se trouver chez les marchands, donc les toiles de la période de Céret dans les Pyrénées-Orientales. Là, quand il les récupère, il les coupe de rage en 2, il les déchire en petits morceaux et il les met au feu. Donc c'est vraiment qu'il a envie de s'en débarrasser. Et puis comme c'est le cas aussi depuis le début de sa carrière, Soutine se cache pour peindre. Il éprouve d'ailleurs toujours une certaine angoisse à montrer son travail terminé. Alors clairement, les Castins vont faire l'expérience d'un artiste perfectionniste, obstiné, et il faut se plier à ses nombreuses exigences. Oui, c'est pas facile de vivre avec Soutine. Il peut avoir effectivement de fulgurantes envies de peindre un motif en particulier d'un seul coup. Par exemple, c'est ce que racontera des années plus tard Madeleine Castin. Il lui arrive de réveiller toute la petite famille à 6h du matin. Alors il faut se dépêcher pour préparer la voiture, etc. et aller aux Halles, voir l'arrivée des poissons, et ce, 3, 4 matinées d'affilée, jusqu'à ce que Soutine trouve enfin
le poisson qui lui convienne pour le peindre. Et puis Soutine est également très exigeant sur la qualité des toiles sur lesquelles évidemment travailler. Alors Madeleine Castin dira à juste titre que vivre avec Soutine était un sacerdoce, mais en fait elle ne regrettera jamais ces années passées à ses côtés. Au milieu des années 30, Soutine est exposé aux États-Unis, mais ses douleurs à l'estomac l'empêchent de travailler pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Incapable de rester en place, il change une nouvelle fois de lieu de résidence et revient à Paris. Et en 1937, il rencontre une jeune femme rousse, Gerda Michaelis Groth. C'est une juive allemande qui a fui le nazisme et qui est réfugiée à Paris. Elle invite alors à prendre le thé chez elle, mais Soutine qui n'arrive que le soir, donc là encore toujours un problème avec les horaires, l'emmène finalement voir un match de catch, son sport favori. On peut pas vraiment dire que pour un rendez-vous ce soit spécialement galant, surtout que lors de ce match de catch il y a un malaise. Soutine est ramené chez lui et c'est Gerda qui va s'occuper de lui, et le lendemain il va refuser qu'elle parte et lui déclare: Gerda, tu as été cette nuit ma garde, tu es garde, et maintenant c'est moi qui te garde. Oui, quel poète. Alors pour la première fois de sa vie, la quarantaine passée, Soutine semble enfin épanoui quand même et apaisé, et cela se voit d'ailleurs dans son travail. Il veut reprendre contact avec sa famille restée en Europe de l'Est et il tente de soigner son ulcère. Gerda s'occupe de lui, mais le répit est de très courte durée. Ouais, Soutine, c'est en fait que son ulcère est trop avancé, qu'il ne lui reste que quelques années à vivre. En fait, il a un cancer plus précisément, et puis en 1939, surtout la guerre éclate. Alors après un été passé dans un village de Lyon, le couple revient à Paris en mai 1940, et là, Gerda Groth est arrêtée, internée au camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques, et bien que libérée quelques mois plus tard, elle ne reverra jamais Soutine, qui se fait, lui, de son côté, rester à Paris, recensé en octobre 1940 comme réfugié russe, estampillé juif avec le numéro 35 702. Alors dès lors, il est susceptible bien sûr d'être arrêté à tout moment pour être envoyé dans un des camps installés en zone sud. Et comme inconscient du danger, c'est assez d'ailleurs inexplicable finalement, Soutine reste à Paris. Il refuse de partir alors que, vous le savez, beaucoup d'artistes à l'époque, et pas seulement que des peintres, mais aussi des sculpteurs, des réalisateurs, des écrivains, partaient aux États-Unis, où de nombreux artistes allaient, comme par exemple Marc Chagall, par exemple. Alors le peintre trouve lui refuge sous un faux nom en 1941 dans un village d'Indre-et-Loire à Champigny-sur-Veude, aux côtés de sa nouvelle compagne Marie-Berthe Orange, l'ex-femme du peintre surréaliste Marc Ernst. Oui, Soutine souffre de plus en plus de son ulcère et il ne mange quasiment plus rien, il ne travaille presque pas, il devient de plus en plus faible, et début août 1943, là il se rend à l'hôpital de Chinon en raison d'une nouvelle crise. Il doit être opéré d'urgence et il est transféré à Paris en ambulance. Mais faut-il rappeler, nous sommes en août 1943, les rafles, les arrestations et les dénonciations sont nombreuses, et pour un juif comme Soutine, bien qu'il possède une fausse identité, c'est quand même très dangereux. Et le transfert est long pour éviter les barrages de police, bien sûr, sur la route, et l'état de santé du peintre, déjà précaire, empire très rapidement alors qu'il est caché sous des couvertures dans un corbillard. Imaginez quand même la scène pour un homme qui est mal en point, qui va se faire opérer et qui est, on peut dire, presque à l'article de la mort. Et pire, Marie-Berthe Orange, sa compagne, décide le long du chemin de récupérer des toiles de Soutine sur la route, ce qui du même coup va retarder bien sûr le transfert du mourant vers Paris, ce qui va nourrir d'ailleurs une légende noire la concernant, parce que c'est vrai que Marie-Berthe Orange n'avait sans doute pas la même personnalité attendrissante que Gerda, la précédente compagne de Soutine, et du coup c'est vrai que les disputes notamment étaient fréquentes avec Soutine, ce qui peut-être n'a pas arrangé aussi son état de santé. Le 7 août, Soutine est opéré finalement dans une clinique parisienne. Il meurt 2 jours plus tard, le 9 août, à l'âge de 50 ans, sans avoir repris connaissance. Le 11, il est inhumé au cimetière de Montparnasse, en présence notamment de Picasso, de Cocteau et de Gerda Groth. Merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. On en sait désormais beaucoup plus sur la vie de Chaim Soutine, ce peintre de l'école de Paris. Un épisode à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à